Le Zoom Info sur Europe 1, l'ambiance est aux augmentations en ce moment dans le pays. Tout à l'heure s'ouvre une conférence sociale dans la fonction publique. L'objectif, c'est de protéger les bas salaires face à la hausse des prix. C'est ce que dit Amélie de Montchalin, la ministre de la fonction publique ce matin dans Les Échos. Les candidats à la présidentielle multiplient les propositions en ce moment. Il faut dire que le contexte économique a un pouce dans le dos, toutes ces revendications. Regardez, il y a l'inflation, il y a les pénuries de main-d'œuvre et plus généralement un ras-le-bol après 40 ans d'austérité salariale. Le sentiment de déclassement progresse en France, sentiment d'une érosion du pouvoir d'achat qui est pourtant démenti par les statistiques officielles. Alors comment on s'y prend pour améliorer ce pouvoir d'achat? Point de vue croisé ce matin de l'économiste et de l'ancien syndicaliste. Bonjour Emmanuel Combes. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'autorité de la concurrence, professeur à la Schema Business School. Merci d'être avec nous. Jean-Claude Mailly également, l'ancien secrétaire général de Force Ouvrière, consultant aujourd'hui. Bonjour Jean-Claude. Bienvenue à tous les deux. Emmanuel Combes, je commence avec vous sur une question très simple. C'est le grand retour de la question du pouvoir d'achat dans le débat public. D'ailleurs, c'est marrant, c'est assez saisonnier. Ça revient généralement après la rentrée. Au moment du mois d'octobre, on a payé les vacances, se profile Noël et les impôts. Très concrètement, d'abord, définition. C'est quoi le pouvoir d'achat? C'est très important parce que le pouvoir d'achat, en réalité, c'est la conjugaison de deux choses assez différentes. Votre fiche de paye, votre salaire pour faire simple, mais également le niveau général des prix. Ce qui est important, c'est pas de savoir combien je gagne, c'est avec ce salaire, qu'est-ce que je peux acheter. C'est important votre question parce que ça veut dire qu'il y a deux leviers d'action. Le levier d'action rémunération, on va y revenir, faut-il des hausses notamment du SMIC, mais aussi le levier prix. Et on va le voir, on peut faire un certain nombre de choses sur les prix, même si ça n'est pas forcément très visible politiquement. Oui, c'est la casquette autorité de la concurrence là, qui parle. Mais vous l'aurez compris. Non, mais c'est intéressant de poser de cette question de base, je trouve, Jean-Claude Mailly, parce que on voit tout le monde dit qu'il faut augmenter les salaires. Mais parce que précisément, on a agi sur le levier prix depuis 40 ans. Faute de pouvoir augmenter ces mêmes revenus. Je rappelle cette époque, les Américains, ils parlent de l'époque de l'ère de la grande modération qui a commencé depuis 40 ans. Est-ce qu'on est en train d'en sortir là? Vous avez l'impression, Jean-Claude Mailly? Nonobstant l'épisode qui dure de la crise sanitaire, oui, moi je pense que même avant la crise sanitaire, y compris sur le plan des modèles économiques, qu'on était en train un peu de s'éloigner, pour aller vite, de Milton Friedman et de retrouver un peu Keynes. Voilà. Donc sur le rôle de l'État, et on voit très bien d'ailleurs que pendant la crise sanitaire, le rôle des États, quel qu'il soit, a été majeur. Et sur la question du pouvoir d'achat, il y a les chiffres, effectivement, la réalité. Après, il y a la perception individuelle de chacun qui est différente. Et les structures de consommation qui ont changé aussi. La part des dépenses dites contraintes aujourd'hui, je prends le truc classique. C'est le logement, c'est l'assurance, c'est l'alimentation. C'est portable aussi. Un ou deux ou trois portables dans la famille. Donc la part des dépenses contraintes augmentant, ce que vous pouvez dépenser par ailleurs diminue, quoi. Et donc il y a à la fois la réalité et il y a un sentiment également. Alors je vais décoder, parce que ce qu'a dit Jean-Claude Mailly est intéressant. Il dit on est sorti de Milton Friedman et on est revenu à Keynes. Pas complètement, oui. On est en train. Oui, on est en train. Non, mais ce qu'il est en train de dire, d'une certaine manière, Jean-Claude, je ne vais pas parler à votre place, mais moi ce que je comprends, Emmanuel Combes, c'est pour le revenu, pour le pouvoir d'achat, donc qui dépend aussi des prix, on l'a bien compris, il y a deux types de solutions. Il y a soit les solutions de marché, soit il y a les solutions politiques, les solutions portées par l'État. Votre point de vue, Emmanuel Combes, aujourd'hui, est-ce que le pouvoir politique a réellement les moyens d'augmenter les salaires comme il le propose, comme il le promet aujourd'hui aux Français? Pour moi, il y a deux sujets assez différents. Il y a le sujet de la fonction publique, pour laquelle il est assez difficile de parler de productivité. C'est très compliqué d'ailleurs de calculer la productivité d'un enseignant, d'une infirmière. L'enjeu, c'est quelle place veut-on donner à nos enseignants, à nos infirmières? Et ça, c'est un choix de société. Et l'économiste, finalement, il a peu de choses à dire. Quel est le bon niveau de salaire d'un enseignant? Quel est le bon niveau de salaire d'une infirmière? C'est pas à moi de répondre. La seule chose que je peux dire, c'est attention, si vous augmentez massivement les enseignants ou les infirmières, il faudra bien prendre l'argent quelque part. Il va donc falloir arbitrer. Si je dépense plus sur ce poste, ce qui est sans doute très légitime, je fais écho notamment à la proposition de Anne Hidalgo, il faudra bien financer ces dépenses supplémentaires. Ça, c'est pour le secteur public. Donc, on peut faire des hausses de salaire dans le secteur public. C'est un choix de société. Mais il faut que les Français soient tous bien d'accord sur ces choix. Et donc là, c'est politique. Voilà. Mais après, et puis, le secteur privé, c'est complètement différent. En économie, il y a quand même une loi d'airain, malheureusement, qui est de dire, normalement, votre salaire, donc votre hausse de salaire, elle reflète les gains de productivité. Si vous augmentez les salaires plus rapidement que les gains de productivité, qu'est-ce qui va se passer à la fin des fins? Qui paiera la facture? Ce sont les salariés non qualifiés. On le sait, une hausse par exemple massive du SMIC, mettons-nous dans ce scénario-là, donc
au-delà du rattrapage de l'inflation. On le sait que qui va payer la facture à la fin, ça sera des licenciements pour les non qualifiés. Donc attention, le sujet ne se pose pas de la même manière. Il y a quand même une contrainte objective dans le secteur privé, qui est la contrainte du profit. Quand vous êtes une PME, vous avez des marges très très faibles, le salaire c'est un coût. Si votre coût augmente, vous allez le répercuter dans votre prix de vente, ou si vous ne pouvez pas le répercuter dans votre prix de vente parce que vous êtes soumis à la contrainte internationale, vous allez licencier. Donc vous voyez, le sujet ne se pose pas, à mon sens, de la même manière dans le secteur public. On est vraiment dans le choix politique, et dans le secteur privé. Attention à cette illusion que dans le secteur privé, on peut faire du yaka, faucon, augmenter les salaires. Ça n'est pas si simple. On peut augmenter les salaires à très long terme, on va y revenir, mais là on sort du champ de l'élection présidentielle, on connaît la solution. Reprenons notre raisonnement. Si on veut des salaires plus élevés, il faut être plus productif. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus productif? Qu'on est mieux formé. Et donc, on revient toujours au lancinant sujet de la formation. Donc, il faut augmenter de l'éducation. Voilà. Sans doute. Mais en tout cas, vous voyez, ça veut dire que c'est un message qui est très difficile à entendre pour les Français. Parce qu'on est en train de le dire, si vous voulez des salaires élevés, comme en Suisse, oui. À la fin des fins, il faut que tout le monde soit très formé. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait en 6 mois. Mais voilà, c'est des choses qui prennent du temps. Mais alors, votre regard, Jean-Claude Maillan, d'ancien patron de Force ouvrière, le politique qui décrète comme ça des hausses de salaire, on sait que c'est un petit peu bidon. Comment ça se passe aujourd'hui, les augmentations de salaire? Ce sont des négociations dans les branches professionnelles, voire directement dans les entreprises, voire, en réalité, maintenant, pratiquement, c'est du cas par cas. C'est salarié par salarié. Oui, alors, si je reprends la distinction d'Emmanuel Combe entre public et privé, effectivement, dans le public, c'est le gouvernement on va aller vers une rémunération au mérite, mais dans la fonction publique. Oui, c'est pas aussi évident que ça non plus. C'est pas aussi simple que ça non plus, parce que vous avez le statut général avec un élément important qui est celui de la neutralité du fonctionnaire. Donc le mérite, c'est pas aussi évident que ça dans la fonction publique. Et en même temps, vous avez des postes comme les enseignants, on a vu sur le personnel soignant, qui sont des salaires relativement bas, qui fait qu'ils n'attirent plus. Vous avez des concours aujourd'hui sur l'enseignement où il n'y a plus assez de candidats. On vient au choix politique. C'est un choix politique, c'est évident. Dans le privé, c'est vrai, mais il y a quand même des moyens d'action aujourd'hui dans le privé. Alors vous pensez à quoi? Je ne parle pas d'une augmentation phénoménale du SMIC, tout simplement. Pourquoi? Dans l'idéal, oui, bien entendu, mais moi je me souviens de 1981, quand le SMIC la victoire de Mitterrand a été augmenté en une fois de 10% à l'époque. Et mon organisation, j'étais pas en responsabilité à l'époque, avait dit au président de la République, ne faites pas ça en une fois, parce que ça va générer de l'inflation et vous allez écraser les grilles hiérarchiques. Faites-le en deux ou 3 fois. Donc là, je ne dis pas qu'il ne faut pas augmenter le SMIC, mais attention à la manière dont on le fait. Il y a aussi les négociations de branches sur ce qu'on appelle les minima conventionnels. Ça veut dire vous négociez dans les branches quels sont les minima de salaire applicables pour toutes les entreprises. C'est parfois au-dessus du SMIC, voilà. Oui, normalement, c'est au-dessus du SMIC. Enfin, vous avez encore des branches où les premiers niveaux de salaire sont inférieurs au SMIC. Alors vous devez compenser, vous ne pouvez pas payer moins que le SMIC. Et là, je pense que le gouvernement n'a peu de moyens, en fait. On le voit en ce moment. Il y a les branches qui, effectivement, négocient, comme la sécurité, et vous avez l'hôtellerie-restauration qui a beaucoup de mal à ouvrir des négociations. Donc là, moi, je serais partisan de dire, écoutez, on vous laisse 3-4 mois pour négocier. Si vous n'avez pas abouti d'ici 3-4 mois, on réduit vos exonérations. Voilà, il faut un moyen de pression à un moment du gouvernement. Oui. Et ensuite, après, c'est entreprise par entreprise. Et on sent qu'il y a une pression aujourd'hui. C'est un peu le schéma classique qu'on a vu dans toutes les grandes négociations. Les partenaires sociaux n'arrivent pas à s'entendre et c'est l'État qui reprend la main à la fin. C'est qui pousse à la discussion. Mais vous avez aujourd'hui, dans les branches, par exemple, vous avez aujourd'hui des pressions. Pourquoi vous avez des pressions dans les entreprises? Parce que les gens disent virtuellement tout l'argent qu'a mis la BCE sur le marché, vous avez virtuellement des actions qui ont explosé, et nous on en veut aussi. Voilà, l'effet de l'argent magique, tiens, justement, qui sans doute qui n'est pas pour rien dans ce débat sur les hausses de salaire. Les salariés veulent leur part. On prolonge la conversation avec Emmanuel Combe, le vice-président de l'autorité de la concurrence, et Jean-Claude Mailly dans un instant. Europe 1. Banque Populaire, engagée auprès des agents de la fonction publique. Ma cliente Marion est une jeune enseignante et cette année, elle a fait sa rentrée dans un collège de Rennes. Si elle se réjouit à l'idée de découvrir cette nouvelle ville, Marion doit aussi gérer son installation et rester concentrée sur sa rentrée, ses élèves et son année. Alors pour l'accompagner, je lui ai parlé de nos solutions réservées aux agents de la fonction publique pour son installation, ainsi que des outils pédagogiques que nous pouvons lui fournir pour l'aider dans l'animation de ses classes. Comme ça, Marion a tout ce qu'il faut pour réussir sa rentrée. Banque Populaire, en partenariat avec la CASDEN, la banque coopérative de tous les agents de la fonction publique. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Aldi est le numéro 1 de la satisfaction client 2021. Et vous, qu'est-ce qui vous rend addict? Tout ce qui est promo. Et chez Aldi, pendant les jours terriblement addicts, les tendres croques au comté Erta sont à 1,46€, soit 30% de remise immédiate. À ce prix-là, on est tous addicts. Aldi, place au nouveau consommateur. Étude Wisville 2021, catégorie distribution alimentaire, 200 grammes, 7,30€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur aldi.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Je m'appelle Margot Keller et je suis designer. Pour une PME comme la mienne, se développer à l'export, ce n'est pas évident. Trouver de nouveaux marchés, participer à des salons, il faut avoir la connaissance et la capacité financière. Avec l'assurance prospection accompagnement, je n'ai plus à avancer ces frais. Mes créations vont être distribuées aux États-Unis. Je suis ravie. Relancez-vous plus vite et plus fort avec l'export. Entrepreneurs, comme Margot, profitez de l'assurance prospection accompagnement. Soyez accompagnés dans vos démarches à l'international et sécurisez vos dépenses de prospection. Toutes les mesures Export de France Relance et les soutiens de votre région sont sur teamfrance-export.fr. Le samedi 2 et le dimanche 3 octobre, rendez-vous aux portes ouvertes Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet, un petit pas avec nous. Un grand pas pour votre propriété. Ce logis bureau et commerce présente les clés de ma réussite. Julien vient d'ouvrir une épicerie bio qui cartonne. Pour trouver une boutique aussi bien placée, il a 2-3 bons plans à partager avec vous. C'est important d'être dans un lieu de passage de la clientèle qu'on vise. Dans mon cas, par exemple, les jeunes actifs et les familles avec des petits-enfants. Sur le site Se Loger Bureau et Commerce, j'ai pu très vite identifier les locaux se trouvant à proximité des transports en commun et aussi des écoles et des crèches pour m'assurer la présence de cette clientèle. Vous aussi, trouvez votre local commercial avec la recherche sur plan sur Se Loger Bureau et Commerce. Pour ses 60 ans, le groupe Matmut formalise sa raison d'être, fruit d'un travail collectif mené à l'occasion d'une grande consultation auprès de ses sociétaires, délégués et collaborateurs. Découvrez-en plus dans quelques instants. Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Le rappel des principaux titres, Alban Le Prince, c'est le journal permanent. On pourrait demander pardon tous les jours, on ne peut pas passer sa vie à demander pardon, on ne refera pas l'histoire. Réaction d'Arnaud Montebourg ce matin sur Europe 1 après les excuses présentées par Emmanuel Macron hier au Harki. Le candidat à la présidentielle était l'invité de Sonia Mabrouk. Conseil de défense dans une dizaine de minutes dans l'affaire des sous-marins. Hier à l'ONU, Jean-Yves Le Drian a une nouvelle fois fait part de son énervement. Ce sont des réflexes d'une époque révolue, dénonce le ministre des Affaires étrangères. Un adolescent de 16 ans tué hier soir d'un coup de couteau au Lilas en Seine-Saint-Denis, annonce du parquet de Bobigny. Ce matin, un jeune de 17 ans suspecté d'être l'auteur a été interpellé vers 20h et placé en garde à vue. Les autorités excluent pour le moment l'hypothèse d'un homicide lié au phénomène de bande. 10h17, 20 ans après, Toulouse se souvient de l'explosion de l'usine AZF. 31 morts, 2500 blessés, des milliers de sinistrés, des commémorations sont prévues. Europe Matin. Le Zoom Info sur Europe 1, on s'intéresse ce matin au pouvoir d'achat, comment augmenter les salaires. Là, on se rend bien compte, je sais que vous aimez bien dire ça, Emmanuel Combes, que quand on prend un peu de recul, on fait moins de politique et on fait plus d'économie. On mesure les conséquences des décisions que l'on prend. Évidemment, ce débat autour de l'augmentation des salaires est guidé aussi par le retour de l'inflation qui avait disparu littéralement depuis 40 ans. Ce fameux spectre de l'inflation, comme on l'appelait, est en train de se rematérialiser. D'abord, un mot sur cette inflation. De votre point de vue d'économiste, Emmanuel Combes, le débat aujourd'hui, est-ce qu'elle est passagère, transitoire ou est-ce qu'elle est durable? Est-ce que les prix, l'énergie, l'alimentation, tout ça est voué à coûter de plus en plus cher ou ça va retomber? Alors pour l'instant, les économistes, il y a quand même un consensus chez les économistes qui consiste à dire c'est un effet de rattrapage post-Covid. Oui. N'oublions pas qu'on a encore beaucoup d'usines qui sont fermées, notamment dans les pays asiatiques, et forcément il y a une tension sur les capacités de production qui font monter un certain nombre de prix, notamment de tout ce qui est matières premières, semi-conducteurs, etc. Donc on est plutôt pour l'instant sur l'idée que l'inflation est transitoire. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir de certitude en économie, et là je m'exprime à titre purement personnel. Je pense qu'en réalité il est probable ou il est possible que nous revenions à un monde d'inflation. Alors c'est pas une inflation à 15%, ça peut être une inflation à 3-4% pour plusieurs raisons. J'en mentionnerai essentiellement deux. D'abord, la transition climatique, ça coûte cher, ça fait monter les coûts et donc ça fait monter les prix. Et secondement, nous parlons beaucoup de relocalisation, de Made in France. La relocalisation, ça coûte aussi plus cher. Donc pour au minimum ces deux facteurs, il n'est pas exclu qu'on ait une remontée de l'inflation. Et j'ajouterais peut-être même un troisième sujet qui n'est pas à l'ordre du jour, attention, en Europe, qui commence à s'inviter dans les débats aux États-Unis, c'est cette fameuse boucle prix-salaire. En clair, j'augmente les salaires, et du coup... Enfin, salaire-prix plutôt, en l'occurrence. Comme mon coût augmente, oui. J'augmente mes prix, mais comme j'augmente mes prix, le pouvoir d'achat diminue. Le salarié demande une hausse de salaire, et on est engagé dans une sorte de cercle vicieux où la hausse de coûts alimente la hausse de prix, qu'alimente les hausses de salaire, et c'est très difficile d'arrêter une spirale. Et c'est ce qu'on a vécu dans les années d'ailleurs 1970 en France. On n'en est pas du tout là. Mais l'idée qui est de dire l'inflation jamais, plus jamais,
moi je serais plus mesuré, même si le consensus aujourd'hui est plutôt sur la thèse d'un rebond très fort dû au post-Covid. Mais alors là, Jean-Claude Mailly, vous avez connu, vous, cette période-là, et beaucoup de gens qui nous écoutent, je suppose également, mais finalement, si les prix augmentent, mais que les salaires suivent, après tout, s'il y a de la croissance, si on crée de la richesse, c'est pas bien grave. On a tenu comme ça dans les années 70. Je rappelle toujours ce chiffre qui est frappant, de 1950 à 1980, le pouvoir d'achat a été multiplié par quasiment 5. C'est-à-dire qu'avec ces revenus qui progressaient, on pouvait acheter 5 fois plus de choses au bout de 30 ans. Pourquoi aujourd'hui, on n'y arrive plus ? Non, mais attendez, ça s'est terminé aussi par des dévaluations, bien souvent. Ne l'oublions pas. Quand il y a eu une inflation excessive, moi je suis d'accord avec l'analyse d'Emmanuel Combe. Je rajouterais juste plus cher. Je rajouterais juste un élément. C'est, à un moment donné, il va bien falloir y avoir le débat sur la dette. Or, le remboursement de la dette, un peu d'inflation, ça allège le poids de la dette. Bon. Oui, regardez les débats au niveau européen en ce moment. On dit, 2%, c'est quand même pas assez, il faut peut-être monter à 3, voire 4, etc. Enfin, du point de vue des gens, les affaires d'État, c'est pas bien grave. Oui, l'argent magique fait que quand on s'intéresse au pouvoir d'achat. Mes parents ont acheté leur maison à l'époque grâce à l'inflation, puisque vous aviez une inflation à 14-15%, et donc vous deveniez propriétaire plus facilement. Le danger, c'est la spirale. Vous augmentez... En fait, votre pouvoir d'achat n'augmente pas réellement. Vous êtes psychologiquement, vous êtes content parce que vous voyez le nombre en bas sur votre fiche de paye qui augmente, effectivement, régulièrement. Mais en même temps, si les prix augmentent, votre pouvoir d'achat n'augmente pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, l'inflation, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser, quoi. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se repassionne pour cette désaugmentation de salariale auquel on avait objectivement renoncé. Emmanuel Combe, ça fait 40 ans que l'Union européenne, elle se bat pour qui, l'Union européenne ? Elle se bat pour le consommateur. Le consommateur et le salarié, c'est la même personne. Alors, si le salarié est perdant, si le consommateur peut gagner sur les prix, ça reste quand même une bonne nouvelle. Mais c'est un peu passé de mode, cette idée-là. Oui, malheureusement, à mon sens... Le vice-président de l'autorité de la concurrence se désole. Oui, je pense qu'on a toujours des choses à faire sur ce levier prix, notamment grâce à la concurrence. D'abord en luttant contre des pratiques anticoncurrentielles qui font monter les prix. Alors, les Français le connaissent peut-être moins, ce qu'on appelle les cartels. C'est-à-dire le fait de s'entendre sur les prix, ça cause beaucoup de dommages, notamment sur les marchés publics. On peut aussi ouvrir un certain nombre de secteurs à la concurrence. Vous aviez, je crois, tout à l'heure Arnaud Montebourg qui était invité. Arnaud Montebourg avait cette phrase célèbre, Free Mobile a plus fait pour le pouvoir d'achat que nombre de politiques publiques. Un bel exemple, l'entrée en 2012 d'un nouvel opérateur de téléphonie mobile. Regardez l'impact que cela a eu sur les Français en général. On ne le mesure pas parce que vous, moi, individuellement, c'est quelques euros gagnés par mois. Mais quand vous multipliez par le nombre de Français qui ont un abonnement de téléphone portable, je crois que UFC Que Choisir arrivait à un gain de pouvoir d'achat de l'ordre de 2 à 3 milliards par an. Donc il y a encore quelques réformes concurrentielles à faire. Alors ça, c'est un cas un peu exceptionnel. Mais vous avez encore des réformes pro-concurrentielles à faire. Mais vous voyez, c'est très difficile à expliquer politiquement, de dire, vous voulez plus de pouvoir d'achat, il y a peut-être un levier, c'est la concurrence. C'est pas complètement intuitif. La concurrence, ça permet justement d'éviter qu'il y ait des hausses artificielle. C'est moins percutant politiquement que de dire on va augmenter les salaires. Et vous avez raison, ce débat sur la concurrence, on l'a plus tellement et je le regrette. Oui, Jean-Claude Mailly. Oui, je suis d'accord pour la concurrence avec une régulation. Bien sûr. Elle est indispensable parce que regardez... On connaît les effets pervers aussi de la concurrence à outrance. Il y a la loi sur la vigilance en France, par exemple. Vous avez aujourd'hui des négociations de salaire qui ont du mal à se faire dans certaines entreprises parce que les donneurs d'ordre ont des exigences telles que l'entreprise n'a pas de marge. Le sous-traitant n'a pas de marge. Donc, je sais que le débat, la loi existe en France. On est en train d'en discuter au niveau européen, et ce serait un élément essentiel pour essayer de réguler le marché. Le marché tout seul, parce que c'est au nom de la concurrence, effectivement, qu'on modère aussi les salaires depuis fort longtemps. Bien sûr. Parce que l'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Oui, tout à fait. Donc il y a le marché, mais le marché doit être régulé. Alors il y a les pratiques anti-dumping, etc. Mais il y a aussi nécessité de mieux réguler la relation entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Et ça ne concerne pas que le privé, c'est parfois des entreprises publiques qui se comportent mal également. Ce qui est frappant, c'est quand on parle du pouvoir d'achat, on finit par parler d'emploi, on finit par parler de concurrence, on finit par parler d'éducation. C'est le point de confluence d'un nombre incroyable de sujets. Et vous voyez que les promesses simples, en réalité, ne le sont absolument jamais. Merci d'être venu nous voir, Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de Force ouvrière. Emmanuel Combe, économiste, professeur à la Schema Business School et vice-président de l'autorité de la concurrence.